Les podcasts du Figaro. On s'est aperçu qu'en fait, les artisans apportent bien plus à la société que leur propre activité économique. En fait, ils apportent de l'émerveillement, ils contribuent à un monde plus durable, plus dynamique. Il y a eu une vague qui était même antérieure au Covid, mais des bullshit jobs où les personnes ne se reconnaissent pas dans le boulot qu'ils font, un boulot dénué de sens. Et donc, c'est sûr que les métiers d'artisanat sont le contraire, en fait. C'est des métiers concrets. Vous travaillez pour fabriquer quelque chose. Il y a une réalité très concrète et qui procure énormément de bien-être. La beauté, en fait, elle a un impact sur les personnes elles-mêmes, sur le bien-être. Je pense que on est bien en fait dans les lieux qui ont une âme, qui sont beaux. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, bienvenue dans Les Engagés. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'ici, on donne la parole à ceux qui s'engagent pour faire évoluer la société. Ils nous aident à voir plus loin, plus vivant, plus fort. Et si vous nous découvrez, je vous invite à écouter, après celle que je reçois aujourd'hui, nos formidables engagés. Alors aujourd'hui, 3 mots vont guider notre échange. Le beau, l'art et le collectif. Dans notre société où la vitesse et les nouvelles technologies nous assaillent chaque jour, j'ai voulu donner la parole à quelqu'un qui met à l'honneur le geste manuel, l'art, le temps qu'il faut pour façonner un objet, et les hommes et les femmes qui privilégient ce geste. Mon invité d'aujourd'hui a fait carrière dans la banque, est parti voyager 1 an autour du monde avec sa famille, et a décidé un jour de s'engager pour fédérer les artisans d'art. Bonjour Aude Auguet. Bonjour Aude Cérès. Aude, vous êtes cofondatrice d'Artisans d'Avenir. Vous allez nous expliquer ce qu'est ce réseau. C'est un réseau qui favorise la réussite des artisans d'art. Vous êtes co-auteur du livre Profession artisan d'art chez Erol et animatrice d'un podcast qui s'appelle Voix. Alors Aude, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusqu'au déclic de votre engagement pour l'artisanat d'art ? J'ai eu un parcours assez classique de bon élève qui a fait ses études d'économie-gestion à Dauphine et qui a poursuivi son parcours professionnel dans la banque. Donc ça veut dire que j'ai passé 20 ans dans des grands groupes. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été très intéressée par les ateliers d'art, les artisans. J'ai toujours été fascinée et intriguée à la fois par ce qu'ils arrivaient à faire avec leurs mains et assez peu d'outils. Donc j'ai toujours été intéressée par savoir comment ils avaient appris leur savoir-faire et aussi comment ils avaient développé leur entreprise. Donc c'était vraiment une curiosité à côté de mon parcours professionnel. Est-ce que vous-même, vous créez, vous avez un don pour l'artisanat ? Alors, je ne pense pas avoir de don pour l'artisanat. En revanche, j'ai eu l'occasion de m'arrêter plusieurs fois. J'ai eu plusieurs enfants, plusieurs congés maternité. À chaque congé maternité, je profitais de ces moments-là pour m'initier à la couture. Je me suis initiée à la reliure, je me suis initiée à la céramique. Donc oui, je me suis initiée à pas mal d'artisanat à titre vraiment purement loisir. Mais ça m'a permis quand même de nourrir cette curiosité pour ces métiers-là. Et puis, à un moment, vous larguez les amarres avec votre mari et vos 4 enfants et vous partez à l'étranger pour 1 an. Effectivement, donc ça, on était en 2016. Mon mari avait vendu sa boîte. J'allais démarrer un congé maternité pour notre 4e enfant et donc on s'est dit, c'est un bon moment pour partir voyager en famille. L'idée était, pour mon mari, de chercher des inspirations pour recréer une boîte à son retour en France. Et moi, mon envie était de partir à la découverte des artisans d'art là où on allait, pour comprendre quelle place avaient les artisans, en fait, là où on allait. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué au cours de cette année qui a été consacrée à la fois, j'imagine, à la gestion de vos enfants, mais aussi à la rencontre de l'autre, d'autres cultures, d'autres manières de faire et de voir l'art et l'artisanat ? C'est vrai que par rapport à mes grandes ambitions de rencontrer des artisans d'art, j'ai été un peu rattrapée par la vie familiale qui était quand même intense, avec 4 enfants en voyage. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était notre dernière étape, c'était à New York. Et à New York, j'ai trouvé que c'était foisonnant de concepts autour de la créativité, l'artisanat. Les artistes avaient une grande place. Et donc, j'ai été dans pas mal de workshops où on apprenait à créer. Il y avait des ateliers d'initiation. J'apprenais à créer une bague. Et par ailleurs, il y avait des bijoutiers qui étaient installés, des créateurs qui avaient leurs établis dans ces mêmes lieux.
Donc il y avait en fait une mixité entre le grand public qui venait pour s'initier, les créateurs qui y travaillaient, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et je dirais que voilà, ça a participé en tout cas à ce que j'ai créé à notre retour en France après notre voyage. Il n'y a pas vraiment donc de contradiction entre vitesse et artisanat d'art, ou est-ce que la vitesse entraîne le foisonnement d'idées et la création ? Alors je suis pas sûre que la vitesse entraîne la création d'idées, mais je trouve que c'est plus la place qu'on donne aux dynamiques créatives qui fait que c'est entraînant en fait. En revanche, que les artisans d'art sont aussi une réponse à l'accélération du monde, ça c'est certain en fait. Je pense que la beauté, en fait, elle a un impact sur les personnes elles-mêmes, sur le bien-être. Je pense que on est bien, en fait, dans les lieux qui ont une âme, qui sont beaux. Et je pense que la beauté va au-delà, enfin, la beauté de ce que fait les artisans d'art vont au-delà de l'esthétique, en fait. C'est l'âme qui donne aux objets, aux murs. L'exemple de Notre-Dame de Paris, l'engouement qu'il y a eu pour sauver Notre-Dame de Paris, pour restaurer le patrimoine, ça montre que dans le monde entier, les personnes sont sensibles à restaurer le patrimoine. Et je pense que c'est restaurer le patrimoine, le lieu emblématique, historique, mais c'est aussi donner de la valeur au travail des artisans qui sont capables de façonner les plus beaux ouvrages, en fait. Valoriser le secteur, c'est pouvoir susciter des vocations dans le secteur. C'est vrai que depuis la révolution industrielle, tout au long du XXe siècle, c'est des filières qui se sont appauvries parce que les filières générales ont été plus valorisées au détriment des filières manuelles. Et avec cette vague de consommation de masse, ça s'est accentué. Donc, forcément, le marché s'est aussi appauvri. Et on a perdu cet attrait pour les filières manuelles. Donc, les valoriser, c'est pouvoir avoir des enfants aussi qui vont vouloir s'orienter dans ces filières-là. Valoriser, c'est aussi avoir un impact sur le mode de consommation. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de pop-up, de marchés, où sont présents les artisans, et c'est très intéressant. Vous découvrez, vous rencontrez, vous échangez. Vous vivez une vie autour du monde en larguant les amarres. Et puis, à votre retour en France, il y a un déclic, une question de votre mari, si j'ai bien compris. Alors, il y a eu un déclic, c'était pendant notre voyage. Et c'est vrai que moi, j'étais partie pour m'inspirer, mais vraiment à titre de curiosité. Et un jour, mon mari me dit « Et toi, si tu avais une entreprise à créer, ça serait pour faire quoi ?» Et donc, face à cette question-là, je me suis dit finalement, cette rencontre que je trouve manquante un peu entre le grand public et les artisans d'art, je créerais quelque chose autour de ça. Le déclic, il est venu de là en me disant, finalement, je vais réfléchir, je vais voir ce que je peux en faire de cette matière que je mûrissais depuis un certain temps. Et après, l'engagement est venu progressivement, en fait. C'est-à-dire que à notre retour en France, j'ai repris mon job à mi-temps. Et parallèlement, j'ai créé des ateliers d'initiation en travaillant avec des artisans qui animaient des ateliers pour faire entrer le savoir-faire dans le quotidien des gens. Donc, initialement, mon projet, il était là, c'était créer des ponts entre le grand public et les artisans d'art. Et c'est qu'après, avec la rencontre de Philippe Azet, qui est le cofondateur d'Artisans d'Avenir, qu'on a vraiment posé les bases de ce qui est devenu Artisans d'Avenir, un réseau qui favorise la réussite des artisans d'art. On s'est aperçu qu'en fait, les artisans apportent bien plus à la société que leur propre activité économique. En fait, ils apportent de l'émerveillement, ils contribuent à un monde plus durable, plus dynamique. Ils créent énormément de dynamique sur les territoires, sur les territoires partout où ils sont. Ils créent de l'attrait. Et ça nous a semblé très important de soutenir ce secteur-là pour tout ce qu'il apportait au-delà des aspects économiques auxquels il contribue. Et notre choix, ça a été de créer un réseau pour accompagner l'orientation vers ces métiers-là et accompagner aussi les artisans qui ont des entreprises à accélérer le développement de leur entreprise en développant un réseau des compétences professionnelles. Après, on a développé un réseau d'entraide qui va du réseau digital sur WhatsApp. Tous les jours, il y a des échanges sur tous les sujets, tout et n'importe quoi, aussi bien quel est ton transporteur que j'ai besoin de candidater à ce salon, qui a déjà participé, qui peut m'aider sur le dossier de candidature. Enfin, c'est très varié et on crée des rencontres qui se passent en région parisienne, mais aussi on se déplace ailleurs. Donc, on a été à Lille, on a été à Nantes, on a été à Toulouse, à Nancy récemment, on va aller à Marseille.
Et le but, c'est de fédérer les artisans d'art qui rencontrent aussi des professionnels, des acteurs locaux pour qu'ils les identifient et qu'ils puissent s'appuyer sur leurs pairs aussi localement. Voilà, ça, c'est les réseaux d'entraide. Et après, on a développé des formations. Une des forces qu'on dit de nos formations, c'est savoir faire travailler les gens ensemble et les faire dépasser leur syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur qui est très fort dans ce milieu-là, pour aller plus loin et développer mieux son projet. Pourquoi c'est très fort le syndrome de l'imposteur dans ce métier-là? Vous l'avez ressenti plus dans ce métier-là que dans la banque, par exemple, dans lequel vous avez passé une vingtaine d'années? Oui, notamment chez les entrepreneurs. On l'a dit, en fait, il y a de plus en plus de reconvertis dans ces milieux-là. Et les reconvertis ont ce syndrome en se disant, ces autres artisans, ils font ce métier depuis des années. C'est vrai que le savoir-faire met du temps à s'acquérir. Ça, c'est une réalité indéniable. Mais après, on peut progresser petit à petit comme dans n'importe quel métier. Et il n'y a pas de raison d'avoir un syndrome de l'imposteur dès lors qu'on fait les choses bien, avec un sens, avec un projet. Et je pense que c'est plus vrai, en tout cas dans ce milieu-là, parce que d'abord plus de reconversion dans le secteur et aussi on cherche quand on est entrepreneur à être singulier. Et cette singularité, on se dit toujours non mais le voisin il est mieux que moi en fait. Ça se voit, c'est un artiste, il est hyper créatif. Moi c'est moins bien. Mais parmi les plus grands, les plus talentueux, on a observé ce syndrome. Donc voilà, on essaie de travailler sur ces aspects-là qui nous semblent quand même assez importants. Des adhérents, on en a pas loin de 300, mais des personnes qui ont participé à nos événements, on crée beaucoup de rencontres. Et depuis 2019, où on a créé Artisans d'avenir, il y a plus de 5000 personnes qui se sont inscrites à nos événements. Et on touche des personnes qui veulent s'orienter vers ces métiers-là et on touche aussi des artisans qui sont en besoin d'inspiration, de recettes pédagogiques en fait, pour mieux développer leur entreprise. Donc, on touche quand même des professionnels ou des futurs professionnels et on se rend compte donc de l'engouement pour ce secteur-là. On a parlé, après le Covid, de nombreuses reconversions de jeunes très diplômés qui avaient fait, comme vous, de la banque ou de l'audit, du conseil et qui, tout d'un coup, avaient décidé de se reconvertir et faire de l'artisanat d'art. Est-ce qu'il y a toujours autant de reconversions aujourd'hui, en 2024 ? Nous, on observe qu'il y a toujours autant de reconversions parce qu'il y a toujours plus de personnes qui s'intéressent à ce qu'on propose. Mais cet engouement, il se poursuit. Et il se poursuit, je pense, il y a eu une vague qui était même antérieure au Covid, mais des bullshit jobs où les personnes ne se reconnaissent pas dans le boulot qu'ils font, un boulot dénué de sens. Et donc, c'est sûr que les métiers d'artisanat sont le contraire, en fait. C'est des métiers concrets. Vous travaillez pour fabriquer quelque chose. Il y a une réalité très concrète et qui procure énormément de bien-être. Et c'est vrai que tous les artisans, et c'est pour ça que c'est un secteur extrêmement attachant, parce que les artisans qu'on rencontre sont tous des passionnés. Ils aiment ce qu'ils font. Ils sont à contresens de cette vague de je ne sais pas pourquoi je travaille, la dématérialisation, à quoi ça sert, à quel but. Donc, je pense qu'il y a eu le Covid peut-être qui a été un effet accélérateur, mais ça se poursuit parce que on va toujours plus vite. L'IA aujourd'hui le montre. Et donc, c'est des métiers qui rassurent aussi. Tout ce que vous dites, c'est extrêmement attirant. On se dit, demain, je vais tout plaquer et je vais me lancer dans l'artisanat d'art. Mais il y a quand même un écueil économique et il y a quand même une vraie réalité économique pour ces gens qui se reconvertissent. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous, on veut pas absolument pousser les gens vers l'artisanat d'art. On veut montrer les réalités des métiers d'art et savoir que c'est des filières qui peuvent être dynamiques. Et les maisons de luxe, les maisons du patrimoine, elles ont énormément de besoins, de plus en plus. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que dans les 10 dernières années, il y a 25 000 emplois qui ont été perdus dans les métiers d'art. Et à contrario, effectivement, il y a eu 30% de plus d'entreprises individuelles qui ont été créées. Donc ça, c'est ce que montrent les chiffres. Et donc, nous, on est là pour dire, attention, vous aimez les métiers manuels, vous voulez vous lancer dans l'artisanat d'art, sachez qu'il y a des entreprises qui recrutent et vous pouvez être artisan en travaillant pour des entreprises dans lesquelles vous allez vous former, vous allez approfondir votre savoir-faire, vous allez vous développer. Et si vous voulez être entrepreneur, sachez qu'il y a aussi des modèles. Et nous, on est là pour illustrer des modèles d'entreprise qui peuvent fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on a un podcast.
C'est pour illustrer des parcours d'artisans, peu importe leur profil, mais qui vivent de leur métier et pour montrer les recettes qui vont servir d'enseignement à ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous partager des belles histoires de succès d'artisans d'art ? Alors, des belles histoires, je peux en raconter une récente parce qu'elle nous a pas mal touchés. C'est une céramiste qui s'appelle Sonia de Monchy qui a participé à notre première promotion de notre accélérateur qui s'appelle Impulser. Donc, il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Et on l'a interviewée la semaine dernière parce que tous les mois, on traite d'un sujet et notre sujet du mois, c'était collaborer avec les architectes. Et en fait, Sonia, aujourd'hui, elle collabore avec les plus grands architectes alors qu'elle démarrait son activité il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve que cette histoire est vraiment intéressante parce qu'elle avait un savoir-faire autour de la céramique. Ce qu'elle aime travailler, c'est la texture autour de la céramique. Donc, elle a vraiment développé cette singularité qui lui est propre et qui a intéressé des architectes. Et ce qu'elle nous a dit, c'est que grâce à Artisans d'avenir, elle avait compris en fait qu'elle devait changer de positionnement. Et elle a fait évoluer son positionnement à ce moment-là en s'adressant à une clientèle professionnelle et donc en adaptant son savoir-faire aux besoins des architectes. Voilà, aujourd'hui, elle a trouvé son marché, elle se développe très bien. Ça nous réjouit d'avoir des personnes qui, pourtant, dans un médium qui est extrêmement concurrentiel, la céramique. Donc ça, c'est un exemple que je trouve très intéressant. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est un peintre d'origine hongroise, en fait, qui s'est mis à travailler la texture autour du métal, de l'oxydation du métal, qui a commencé à créer des panneaux décoratifs extrêmement beaux. Et il s'est dit, non, mais je vais en faire quelque chose. Et tout le monde lui disait, non, mais laisse tomber, il n'y a pas de marché pour ça, tu n'arriveras jamais à en vivre. Et fort un peu de sa persévérance en disant, je ne peux pas rester avec ce savoir-faire sans rien en faire. Il travaillait beaucoup avec la feuille d'or et il a eu l'idée de vendre ses copeaux de feuilles d'or pour le loisir créatif. Ça lui a apporté des revenus tous les mois qui lui ont permis de prendre le temps de développer son savoir-faire et de toucher la clientèle qu'il a aujourd'hui et qui sont beaucoup des grandes maisons, des architectes. Et ça, je trouve que cet exemple est aussi très intéressant parce qu'il illustre l'inventivité des artisans, en fait, pour trouver leur marché, pour trouver des moyens de gagner leur vie tout en développant leur singularité. Vous parlez de bonnes recettes pour faire évoluer son projet. Quels sont les écueils auxquels peuvent se trouver confrontés des gens qui, tout d'un coup, se lancent dans l'artisanat d'art ? Je dirais que le premier écueil, c'est la solitude. Les artisans d'art, surtout quand ils créent leur entreprise, ils doivent fabriquer et développer leur entreprise. C'est extrêmement chronophage. On s'isole très rapidement. Déjà, les entrepreneurs, de manière générale, on parle de la solitude de l'entrepreneur, c'est encore plus vrai dans l'artisanat d'art parce qu'il y a tellement à faire qu'on s'isole. C'est un écueil et je pense que de s'entourer, c'est un moyen de sortir de cette solitude. Et s'entourer, c'est des personnes qui ont les mêmes problématiques que vous, d'avoir des personnes autour de soi qui encouragent le projet, mais c'est aussi se trouver des moments de respiration. Enfin, nous, c'est pour ça qu'on a créé Artisans d'avenir, c'est un réseau avant tout, pour que les artisans d'art puissent retrouver des pairs avec qui échanger non seulement des questionnements liés à l'entreprise du quotidien, mais aussi se dire que quand ils ont une difficulté, ils ne sont pas seuls face à la difficulté, qu'on peut surmonter ces difficultés grâce aux autres. Ça crée des opportunités. Et donc, parfois, on a tendance à se dire « Non, j'ai trop de boulot, j'y arriverai pas, je ne vais pas aller à ce rendez-vous. » Et bien, d'y aller, en fait, c'est une bouffée d'oxygène et on revient avec de l'énergie, des idées. C'est vraiment un écueil qu'il faut savoir surmonter. Vous parliez de New York et d'une ville où vous avez senti une créativité qui mettait en contact. Est-ce que vous pensez qu'à Paris, c'est le cas ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit le cas ? Alors, je trouve qu'il y a quand même récemment de plus en plus d'initiatives qui permettent de valoriser les métiers d'art. Vous avez interrogé Gabrielle Légeret de l'Or dans les mains, qui fait rentrer la pratique manuelle dans les collèges. C'est une initiative très récente. Il y a We Can Do, qui est une entreprise qui développe des ateliers d'initiation dans les ateliers des artisans.
Ils se sont beaucoup développés, donc ils ont permis au grand public de rentrer dans les ateliers, de découvrir les savoir-faire. Donc il y a de plus en plus d'initiatives. Les médias aussi s'intéressent à ces sujets-là. Les entreprises du luxe, il y a de plus en plus de prix en fait qui valorisent les métiers d'art. Donc je trouve que ça devient dynamique, mais c'est jamais suffisant. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Donc là, je trouve qu'on est à un momentum qui est positif pour ces métiers. Donc il faut que ça continue. Merci beaucoup Aude pour votre témoignage et votre engagement. J'ai une dernière question si vous avez écouté nos précédents podcasts. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Alors si j'étais à votre place, j'inviterais quelqu'un qui s'appelle Bertrand Gélensperger. Il a fondé La Fourchette, qu'il a revendue, et il s'est investi à titre personnel et professionnel pour décarboner la vie quotidienne. Et donc ça veut dire qu'à titre personnel, il s'engage avec lui et sa famille à ne pas dépasser 3 tonnes d'émissions de CO2 par an ou 2-3 tonnes. Et surtout, il a créé une newsletter qui s'appelle Cactus, qui permet de comprendre quels sont dans la vie quotidienne les moyens qu'on a chacun pour participer à la décarbonation du monde. Et il dirige des restaurants qui s'appellent Mûr, pour le moment qui sont à Paris et qui travaillent avec un réseau de fermes locales pour sourcer leurs produits. Merci Aude Auguet pour votre engagement et votre témoignage. Merci Aude Cérès. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que les engagés sont disponibles sur Le Figaro, l'appli du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.